Alors, donc maintenant nous abordons le quatrième dossier de cette conférence de gynéco. Je l'avais intitulé « Vous prenez en charge une patiente à 12 semaines d'aménorrhée avec modification récente de la sérologie toxoplasmose ». Donc je passe l'énoncé. Question numéro 1. Que concluez-vous? Quel examen complémentaire demandez-vous en première intention? Eh bien donc là il fallait bien sûr marquer que vous suspectez une séroconversion toxoplasmose. Ça c'était évident. Ce qu'il faut demander, c'est l'avidité des IgG, immunoglobulines G. Alors, ce qui est aussi important, je ne l'avais pas marqué, c'est dans la vraie vie, et puis aussi dans la réponse, renseignez-vous pour savoir si jamais la patiente n'aurait pas fait une prise de sang, quelle qu'elle soit, dans les semaines qui viennent, en début de grossesse ou même un petit peu avant la grossesse, parce que les laboratoires gardent les prélèvements sanguins, et dans ce cas-là, ça vaut le coup, si jamais vous en avez une, d'appeler le laboratoire et de lui demander éventuellement si jamais il peut rajouter sur le tube la sérologie toxoplasmose. Comme ça peut vous aider et ça vous permettra de comparer. Donc pensez à le faire, demandez-le et parfois ça répond à vos questions et ça résout le problème rapidement. Voilà, vous avez des questions? Oui, peut-on proposer une deuxième sérologie à 15 jours d'intervalle pour voir si le taux d'IgG augmente? Alors, oui, on le fera. On le fera dans 15 jours, 3 semaines, donc ça c'est obligatoire et puis vous verrez, ce sera dans les réponses ultérieures. Mais ça prend du temps et pour avoir un diagnostic rapide, eh bien, on demande l'avidité des immunoglobulines. D'accord? Donc c'est vraiment penser à le mettre, avidité des IgG. Le principe étant, plus la séroconversion date d'il y a longtemps, plus les IgG ont eu le temps de se spécifier contre la toxoplasmose, et donc plus l'avidité est importante. C'est comme ça que ça marche. Question numéro 2, donc je vous disais, il s'agit bien d'une séroconversion à la toxoplasmose. Quelle est votre prescription? Et donc là, il fallait répondre, donc prescription en urgence, donc n'oubliez pas en urgence, du traitement reconnu, qui est la spiramycine ou rofamycine. Voilà, donc vous mettez ça en urgence. Question 3, quels examens complémentaires prescrivez-vous concernant le suivi de cette séroconversion? Parce que il faut bien comprendre que la patiente est en contact avec la toxoplasmose, donc elle, en tant que patiente, a eu une séroconversion. Mais ce n'est pas forcément dit que le toxoplasme, il traverse le placenta et qu'il atteigne le bébé, qu'on ait une toxoplasmose du fœtus. Donc maintenant, il va falloir essayer de voir si jamais le fœtus est atteint lui aussi avec le toxoplasme. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une amniosynthèse avec accord de la patiente, et dans le liquide que vous allez ponctionner, vous allez rechercher le parasite. Donc ça, c'est comme ça que ça marche. Et attention, cette recherche doit se faire au moins 4 semaines après la séroconversion, parce que sinon vous n'aurez pas laissé le temps au parasite d'arriver au niveau du liquide amniotique. Il faut au moins ça. Et ça se fait à partir de 18 semaines, quoi qu'il arrive. Bien sûr, vous ferez une échographie mensuelle pour rechercher des malformations, et puis et un deuxième dosage de sérologie toxoplasmose à 15 jours pour confirmer. Mais c'est ça qu'il fallait, surtout l'amniosynthèse pour rechercher la toxoplasmose au niveau du fœtus. Pourquoi attendre 18 semaines d'aménorrhée pour proposer la myosynthèse? Et peut-on utiliser le test d'inoculation à la souris? Alors c'est une bonne question, je ne l'ai pas précisé. Donc je vous ai dit, il faut attendre au moins 4-5 semaines à partir de la séroconversion pour que le toxoplasme il arrive au niveau du liquide amniotique, si jamais il y arrive, au moins. Si jamais vous le faites trop tôt, c'est-à-dire avant ce délai de 4 à 5 semaines, quel que soit le terme, vous risquez de conclure de façon fausse, d'accord, à tort, que c'est négatif. Donc attendez bien 4 à 5 semaines. Pourquoi je vous dis qu'il faut attendre aussi 18 semaines au minimum, quel que soit le délai de 4 à 5 semaines? C'est parce que tout simplement, c'est qu'à partir de 18 semaines, le liquide amniotique qui est produit est issu de l'urine du bébé. D'accord? Donc le liquide amniotique, c'est l'urine du bébé. Je ne sais pas si vous le saviez. Et donc le toxoplasme passera en fait dans le liquide amniotique via ce système-là, ça veut dire qu'il est dans la circulation maternelle, il passe le placenta, il arrive dans la circulation fœtale est filtrée et drainée par le rein, ça passe dans les urines donc, et ça va dans le liquide amniotique. Si jamais vous le faites avant 18 semaines, eh bien en fait le liquide amniotique n'est pas produit par l'urine du fœtus et donc le toxoplasme n'est pas encore dans le liquide amniotique. C'est pour ça que c'est 18 semaines.
L'autre question, c'était est-ce qu'on peut utiliser le test d'inoculation à la souris? Alors, c'est ce qui traîne dans les bouquins. Rien ne vous empêche de le mettre. On ne vous comptera pas faux si jamais vous donnez cette réponse-là. Mais c'est quelque chose qui ne se fait plus par les laboratoires parce que maintenant nos techniques sont suffisamment sensibles pour dépister le toxoplasme dans le liquide amniotique. C'était en fait ce qu'on faisait avant, c'était un test de rattrapage. C'est-à-dire que nos examens n'étaient pas assez sensibles, donc on inoculait le liquide en fait à une souris. On faisait grossir la souris dans une petite cage à côté. Quelques semaines après, on la coupait et puis on regardait si jamais on voyait des kits de toxoplasme et on se disait ah il y a une toxoplasmose et comme ça permettait de rattraper les faux négatifs qu'on avait émis en fait pour les fœtus avant. Mais maintenant en fait les tests sont suffisamment efficaces et sensibles pour qu'il n'y ait plus besoin de faire ça. Mais vous pouvez le marquer, c'est pas une faute et on vous enlèvera pas des points pour ça. Alors, je vous disais que le diagnostic de toxoplasmose congénitale est malheureusement posé. Donc, toxoplasmose congénitale, ça veut dire on a retrouvé du toxoplasme dans le liquide amniotique. Ça, c'est la toxoplasmose congénitale. Ça ne veut pas dire qu'il y a des malformations ou quoi que ce soit, ou des malformations des kystes, ça veut juste dire que, c'est déjà énorme, on a trouvé le toxoplasme dans le liquide amniotique. Ça veut dire qu'il est passé de la circulation maternelle au travers du placenta dans la circulation du fœtus. Donc, est-ce que vous modifiez vos traitements? La réponse est oui, vous modifiez puisque vous mettez une association de pyrimétamide qui est le malocide et de sulfate diazine qui est la diazine. Donc vous associez les deux, malocide à diazine, et vous supplémentez en acide folique. Voilà. Vous faites une échographie obstétricale mensuelle, bien sûr, que vous auriez fait de toute façon. Doit-on proposer une IRM fœtale pour un meilleur suivi? Alors, oui, classiquement, c'est une bonne remarque. Classiquement, on fera une échographie à 32 semaines, pas avant, pour rechercher des signes d'infection congénitale. Enfin, congénitale. Ça, c'est vrai, ça se fait à 32 semaines et ça se fait en accord, en fait, généralement avec un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Il s'appelle un CPDPN. Voilà, on demande l'avis au CPDPN et c'est le CPDPN qui donnera son accord et son aval pour faire l'IRM à 32 semaines. Après, je pense que vous pouvez le marquer en effet à titre thématique. Moi, je vous avais juste marqué échographie mensuelle. Rajoutez IRM à 32 semaines et bilan avec le CPDPN dans votre réponse de façon systématique. Si jamais on vous repose la question, c'était une bonne remarque. Question 5. Un collègue vient vous interrompre dans votre consultation pour un avis. Il est avec une patiente, Madame P, qui a 25 semaines d'aménorrhée, ce que je vous ai marqué, qui n'a pas d'antécédent particulier, du moins c'est ce qu'il vous dit. Et il vous dit que l'échographie qui a été faite à 22 semaines, ça veut dire que l'échographie qui date d'il y a 3 semaines, montre un retard de croissance intra-utérin, RCIU, harmonieux au 3e percentile, sans anomalie morphologique associée. Ça veut dire que juste que le bébé, il est trop petit. Quel élément vérifiez-vous en premier? Et donc là, je vous ai mis quel élément sans S, parce que je veux faire passer un message. Il faut vérifier la date de début de grossesse et s'assurer que l'on a la bonne date de début de grossesse. Parce que c'est trop bête de se lancer dans des suspicions de retard de croissance utérin parce qu'on pense que le bébé est tout petit, alors que juste c'est qu'on se trompe sur le date de début de grossesse et qu'on se méprend sur le terme réel. Donc, je vous dis que personnellement, j'ai déjà vu des dossiers où on nous présente des fœtus pour prise en charge à retard de croissance utérin et après vérification, dans la vraie vie, c'est juste qu'on s'est trompé sur le terme. Donc ça fait des examens inutiles, des angoisses inutiles, du temps perdu. Donc vraiment, pensez à ça, ayez le réflexe. Alors comment vous faites pour vérifier? Eh bien, vous demandez à reprendre l'échographie T1 de 12 semaines. Vous-même, vous regardez si jamais les calipers, les petites croix ont été bien mises au niveau pour mesurer le fœtus au niveau de la tête et au niveau des fesses. Vous regardez la longueur crânio-caudale. Vous-même, vous regardez si ce que marque le médecin dans son compte rendu sur le papier, ça correspond à l'image, à la mesure qui est prise sur la photo. Vous allez voir vous-même ça. Vous reportez vous-même sur un abac que vous trouvez n'importe où dans le service ou internet, longueur crânio-caudale, ça correspond à quel terme? Et à partir de ça, vous calculez quel était le début de grossesse. Et vous regardez si jamais ça correspond. Et puis après, à partir du début de grossesse, vous recalculez le terme à laquelle a été faite l'échographie de 22 semaines et vous voyez si les mesures ont été bien faites et si jamais ça correspond bien. Tant que vous n'avez pas fait ça, vraiment, vous ne pouvez pas parler de retard de croissance utérin parce que vous pouvez vous faire piéger. Donc vraiment, pensez à ça. Question 6. Donc vous avez la confirmation pour cette patiente qu'il s'agit d'un retard de croissance intra-utérin.
Bon, malheureusement, donc là, on ne s'était pas trompé sur le terme. Donc moi, je vous demandais qu'est-ce que vous recherchez dans le dossier de la patiente pour étayer un diagnostic. Votre collègue, il vient vous voir, il est un peu perdu, vous êtes le chef, et ben vous allez l'aider, ou vous aidez un de vos collègues. Qu'est-ce que vous regardez? Donc, vous savez que les retards de croissance utérin, il y a plusieurs étiologies à évoquer. Une des principales étiologies, c'est les aberrations chromosomiques. Donc, qu'est-ce que vous allez regarder? Tout simplement, vous allez d'abord regarder l'échographie T1, vous allez regarder si elle a été bien faite, et vous allez regarder la clarté nucale pour voir si jamais elle a été bien mesurée, si jamais elle n'était pas trop élevée. Vous allez aussi regarder les résultats des marqueurs sériques du premier trimestre, s'ils ont été faits, ou bien du deuxième trimestre, et vous allez regarder si jamais ils étaient anormaux. Donc ça, c'est le plus important, et bien sûr, vous regardez aussi l'âge de la patiente, puisque vous savez que plus l'âge est élevé de la patiente, plus le risque d'anomalie chromosomique est important. Après, une des autres causes primordiales, c'est les anomalies vasculaires. Tout ce qui est éclampsie, pré-éclampsie, etc., ça entraîne des retards de croissance. Donc, vous allez rechercher les arguments qui seraient en faveur d'une pathologie vasculaire qui peut entraîner un retard de croissance intra-utérin. Donc, qu'est-ce que vous demandez à la patiente? Vous demandez est-ce qu'il n'y a pas une pathologie vasculo-rénale déjà connue. Vous demandez si la patiente n'a pas une maladie systémique qui pourrait expliquer ça. Vous lui demandez. Vous allez regarder si jamais elle n'a pas une hypertension artérielle. Donc, vous regardez sa dernière consultation. Vous allez demander sa bandelette urinaire pour vérifier qu'il n'est pas une protéinurie. Vous avez en arrière-pensée, si je vous demande si vous dites ça, c'est la pré-éclampsie. Et vous allez regarder sur l'échographie de 22 semaines comment étaient les dopplers utérins, puisque vous savez que au niveau des dopplers utérins maternels, c'est-à-dire les artères utérines qui arrivent de chaque côté à droite et à gauche pour vasculariser l'utérus, eh bien, il peut y avoir des anomalies de la vascularisation avec une persistance au niveau du doppler de Notch. Donc voilà, qui traduit en fait une résistance élevée des artères utérines au moment d'arriver dans l'utérus. En faveur d'une étiologie infectieuse, puisque c'est une des grandes causes aussi de retard de croissance intra-utérin, vous allez regarder les sérologies toxoplasmose, rubéole et CMV. Vous allez demander à la patiente si jamais elle n'a pas eu un épisode grippal, de la fièvre, des myalgies, quelque chose comme ça, au début de sa grossesse ou vers 20 semaines d'aménorrhée. Et puis après, bien sûr, vous évoquez les étiologies toxiques iatrogènes. Donc vous demandez à la patiente si jamais elle ne se drogue pas, si jamais elle ne fume pas, si jamais elle ne boit pas, si jamais elle ne prend pas des médicaments particuliers. Et vous allez la chercher si jamais il n'y a pas eu des malformations visualisées sur l'échographie de dépistage des malformations, justement, qui a été faite à 22 semaines. Malformations aussi, bien sûr, si jamais vous les voyez à 22 semaines, qui pourraient vous orienter éventuellement vers une malformation, enfin une anomalie chromosomique. Donc voilà, chromosomique, infectieux, toxique, vasculaire, c'est vraiment ce à quoi il faut penser en premier quand vous avez un retard de croissance vasculaire. Et je vous ai dit à peu près les arguments, les signes à regarder dans le dossier pour vous orienter. Question 7. Quel conseil que conseillez-vous plutôt à votre collègue de presser comme examen complémentaire, donc pour documenter ce retard de croissance? Alors là, ça reprend un petit peu ce que je vous ai dit, ça veut dire que vous allez reprendre les étiologies qu'on a évoquées, puis vous allez demander à les bilanter. Donc du point de vue, vous allez demander donc une amniosynthèse. L'amniosynthèse, c'est pour rechercher une anomalie chromosomique, mais sur l'amniosynthèse, ils vont aussi rechercher des virus, CMV, entre autres. Vous allez donc PCR-CMV plutôt, et faire le karyotype. Vous allez demander, en plus de cette recherche de CMV par PCR au niveau du liquide amniotique, vous allez demander aussi une sérologie CMV, et vous demanderez aussi une sérologie rubéole et toxoplasmose en plus. Et puis vous allez demander une échographie morphologique par un médecin référent, c'est-à-dire un échographiste qui est spécialisé dans ce genre de problème, qui lui sait quelle anomalie rechercher de façon très précise. Vous allez aussi contrôler la croissance et vous allez contrôler les dopplers utérins pour voir si jamais ils sont réellement pathologiques ou pas.